Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Chanter et diriger un orchestre en même temps, c'est possible, mais c'est assez exceptionnel. Notre invitée le fait avec une facilité, une élégance. Elle est un peu hors norme et déborde d'une énergie communicative, même là quand elle arrive et qu'elle s'assoit. Barbara Hannigan, soprano canadienne et chef d'orchestre, ne comprend pas les traditions d'interprétation. Elle a déclaré « Quand j'aborde une pièce, j'ai une relation avec le compositeur, pas avec les autres chanteurs qui interprètent sa musique. On aime ces êtres-là dans le son de la scène. » Elle joue ses personnages, dit d'elle le cinéaste Mathieu Amalric, qui a signé 2 portrait magnifique d'elle. Comment fait-elle alors, Barbara, pour rester si honnête et si talentueuse à la fois ? Barbara Hannigan se balade de Mozart à Gershwin, alors partons avec elle dans le son de la scène. Bonjour Barbara. Bonjour. Merci d'être avec nous ici, avec plaisir. au Merci. cœur du Grand Théâtre de Oui. Provence. Ce lieu, je le demande souvent... Oui, il y a 10 ans que j'ai fait mes c'est vrai débuts ici. Oui, c'était au Festival d'Aix-en-Provence de l'été que j'ai chanté dans la création de Written on Skin de George Benjamin. Et puis à 2016, j'ai chanté Mélisande ici avec la même régisseuse Katie Mitchell et avec Esa-Pekka Salonen comme chef. Et les deux étaient les expériences très, très formatives pour moi, très spéciales, qui donnent beaucoup d'inspiration et énergie pour mes autres projets. C'est toujours comme ça pour moi. Un projet donne l'énergie pour la prochaine, etc., etc. C'est pas les expériences isolées. Ça veut dire que vous êtes toujours en train d'avoir des projets alors. Oui, ça c'est vrai aussi. Ouais. Vous ne vous arrêtez jamais. Si ? Alors, j'étais chez moi il y a 24 heures à Finistère, à la maison. Je retourne à la maison dès que possible. Et j'adore la Bretagne, la campagne. Mais si je suis là, je travaille tout le temps aussi. Ou joue avec mes chats. C'est pas mal aussi, oui, c'est un travail en soi. Que vous amenez en tournée, non ? Oui, c'est vrai ? Oui, de temps en temps. Dans la pandémie, presque tous mes concerts étaient en Europe et j'ai conduit. Alors, j'ai fait un endroit spécial dans l'auto, business class pour les chats, et elles étaient libres, pas dans les boîtes, libres dans l'auto pour tout. C'est bon ça. Oui. On vous imagine pas avec des chats comme ça dans la voiture, Barbara, mais c'est formidable. Ça, oui, c'était une expérience et elles étaient heureuses d'être avec moi. Mais maintenant, j'ai trouvé une garde-chat, qui prend soin de mes princesses. Elles ont des noms en lien avec la musique ? Non, les noms sont Spot, Louisa et Elizabeth Taylor. Quand même un peu un lien. Elles étaient tout sauvages avant qu'elles m'adoptent. Ouais. C'est marrant, je ne pensais pas parler de chat avec vous, Barbara, mais c'est formidable. C'est vrai que cette énergie dont je parlais dans l'introduction de cette émission, c'est ce qu'on dit souvent de vous. On dit souvent quelle énergie. Enfin, c'est quelque chose qui revient. C'est quand même un beau compliment. Ça n'a presque pas d'âge, au fond, l'énergie. L'énergie, oui, c'est au fond de tous mes passions, tous mes travaux. L'énergie de joie et de cœur et de partager la musique avec mes collègues, avec
le monde, avec la public. Moi, je pense que c'est ma manière de donner un soin ou inspiration ou idée ou énergie à les autres. Vous parlez souvent d'émotions, justement, Oui. quand vous parlez de musique, et Oui. pourtant vous interprétez parfois des pièces compliquées, contemporaines, loin un peu des pièces qu'on peut connaître. Et c'est vraiment important pour vous, ça, l'émotion. Oui, les émotions sont au fond, au cœur de la musique, toutes les musiques. Aussi la musique de Pierre Boulez, c'est complexe, mais les humains, la nature, c'est complexe, c'est normal en fait de célébrer cette complexité des émotions très très authentiques et personnelles pour chaque artiste et chaque compositeur. Vous avez déclaré justement, Barbara, il faut casser son intellectualisme, travailler l'émotion, aller au cœur le plus vite possible. Oui. C'est comme un sport. Oui. C'est intéressant comme relation, encore une fois. Oui, le sport, c'est très important pour moi. Les athlètes au très haut niveau, j'ai quelques amis qui jouent des sports olympiques, aussi les coachs, aussi pour tennis. Et nous avons un dialogue pour donner les soutiens à l'autre de discipline et aussi de joie. Parce que le compétition, c'est pas une compétition, c'est vraiment, c'est toujours pour, je ne sais pas le mot en français, mais en anglais, c'est personal best. Et pour moi, c'est toujours un recherche à personal best. Oui, tirer le meilleur de soi-même. Oui, absolument. Ouais. L'excellence de soi-même. L'excellence, tout en étant, j'imagine, quand même le plus accessible pour toucher, ce que vous dites, au cœur le plus vite possible. Oui, parce que la public, quand la public regarde le sport ou la musique, les individuels qui sont au très haut niveau et toujours cherchent pour un plus haut niveau d'exprimer la passion pour la musique ou le sport ou le ski, etc. Pour moi, c'est le médium, c'est très important pour chaque individuel. Mais le message, c'est la même. Quel est justement le message que vous avez envie de transmettre quand vous chantez, quand vous dirigez? D'être authentique, d'être vraiment comme, je pense que c'était Nietzsche qui a dit « to become yourself ». Ouais. Et ça, devenir soi-même. Oui, ça ne veut pas dire être soi-même. Devenir soi-même. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, en fait. Oui, c'est un mouvement. Ouais. C'est quelque chose de très mobile parce que ça change toujours. C'est beau ça, le mouvement comme le mouvement de musique, au fond. Donc ça se rapproche aussi. Oui, de et le travail. mouvement de geste. Parce que moi, j'ai dit à l'orchestre, la semaine dernière, j'étais à Copenhague pour le 4e symphonie de Mahler. Et il y a un moment, transition dans la musique. Et j'ai dit au général, répétition générale à l'orchestre, mais je ne répète ça encore parce que vous savez que je ne fais pas la même chose 2 fois. Alors, c'est pas intéressant de faire encore pour arranger exactement comment on va faire ça. Et aussi avec les gestes, je cherche... je suis en cherchant de trouver les gestes au moment. Et c'est pas la même chose à chaque performance ou chaque répétition ou chaque phrase. C'est vraiment très, très personnel, mais s'exprime ce que je veux et je sais que l'orchestre comprend avec mes gestes. Et c'est intéressant parce que quand on parle de musique classique, en général, on parle beaucoup de répétition, justement, presque de mécanisme, entre guillemets, alors que là, vous posez totalement en faux. C'est intéressant. Le mécanisme, il y a une forme. Il y a du travail, bien sûr. Oui, c'est nécessaire, et une idée, et les idées pour les tempos, aussi pour les phrases, les lignes, le legato, les articulations, etc. C'est nécessaire d'avoir exactement ce que je veux, mais il y a aussi dans cette discipline, et c'est quelque chose que j'ai pris de travailler avec Pierre Boulez, dans cette discipline, on trouve la liberté.
C'est fou parce que on était avec Renaud Capuçon aussi dans le son de la scène qui disait exactement ça. C'est que le travail permet au fond d'être libre. Et ce professionnalisme-là permet sur scène de pouvoir se déployer. Exactement. On pense à la même chose. Oui. Formidable. Barbara... Je suis d'accord avec Renaud Capuçon. C'est mieux. Barbara Hannigan, vous avez grandi au Canada. Oui. Dans une petite ville. Vous dites une ville minuscule même. Oui, 500 personnes. Qui compte moins d'habitants que l'Opéra de Paris. On a 2 salariés. Absolument. À l'Opéra de Paris, c'est des 1000. Ouais, 1927 salariés à l'Opéra de Paris. Et vous dites, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il y en avait 500. Oui, c'est Waverly de la Nouvelle-Écosse. Et oui, c'était une enfance que j'ai adorée, en fait. Nous avions une maison à côté d'un lac et dans la nature et beaucoup de l'air frais et aussi au fond de la rue, pas pavée, où j'ai marché à l'école, une petite école avec un professeur de musique, Miss McEwen, qui a eu des parents qui a étudié la musique à Juilliard. C'était la joie pure. Le moment qu'elle a arrivé à l'école pour être notre prof de musique, c'était très, 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 très important pour moi. On sent que ça vous émeut encore quand vous en parlez de cette professeure-là. Oh, absolument. Parce que vous la voyez? Oui. Ouais. Je vois ses mains, ses yeux, sa voix, son sourire. C'est vraiment... Et aussi, il n'y était pas hiérarchie à l'école. Dans le chœur, c'est pour tous les enfants. Et elle m'a placée entre, pas toujours, mais de temps en temps, entre des autres étudiants qui n'ont pas l'oreille pour la musique. Et elle n'a dit pas beaucoup à moi, mais j'ai connu à ce moment que c'était important de chanter un peu plus fort et de guider vos camarades. Oui. C'est beau ça, effectivement. Oui. Donc l'entraide, la solidarité, ce qu'on retrouve dans un orchestre aussi en général, c'est là que vous l'avez rencontrée. Oui, absolument. Et nous avons travaillé, elle a demandé une discipline dans la classe, c'était très strict, mais avec un joie pour tous. Vraiment pour tous. Vous avez quel âge à ce moment-là, Barbara? Elle est arrivée à l'école quand j'avais 6 ans. Et là, la musique dans votre vie, elle n'est pas très présente. Vous aviez un papa dentiste, je crois, une maman mère au foyer. Et du coup, je ne sais pas, on chantait chez vous ou pas? Non. Ma mère, elle a joué le piano. Ouais. Elle a chanté avec nous. Elle a les cassettes audio de moi et ma sœur et mon frère jumeau quand nous avons moins de 2 ans et demi où nous chantons ensemble. Et la musique était vraiment dans la maison avec nous. Ma mère était mon première prof de piano. Et puis j'ai étudié avec les autres profs après. Mais la musique était vraiment, vraiment dans notre famille. Et chaque soir, dans mon lit, j'ai écouté ma mère qui a joué le Handel et Mozart au piano. C'est comme ça que vous découvrez les grands classiques de la musique? Un peu. Mais à la maison, nous avons les disques, records, les LP, disques, les vinyles. Mais pas beaucoup de la musique classique. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? John Denver. Ouais, pas mal. Okay. The Carpenters. Évidemment. De temps en temps, les albums de Pops de Pavarotti. Mais pas les opéras. C'est seulement les hits, les tubes. Oui, c'est ça, les hits aussi. Est-ce qu'on écoutait Céline Dion? Pas à la maison, mais je suis un fan de Céline Dion. Mais elle est super. Je voulais absolument vous poser la question. Voix la voix, la qualité de la voix, le technique, vraiment. Et elle est absolument authentique. C'est vrai, à sa façon, c'est vrai. Oui, absolument. On reparlait de l'authenticité, toujours avec beaucoup d'exubérance, mais authentique quand même. Absolument.
Très bien. Bon, je suis contente de savoir que vous écoutiez Céline Dion. Barbara Hannigan, justement, on revient à ce moment de l'enfance. Vous dites souvent que vous tracez votre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui? Est-ce que ça a un lien, au fond, avec le fait d'être soprano, chef d'orchestre, et d'arriver parfois à chanter tout en dirigeant votre orchestre, ce qui est assez hallucinant, d'ailleurs. C'est ça, tracer sa voix? Le chemin, c'est quelque chose de très intéressant pour moi parce que peut-être c'est parce que je suis canadienne de la nature. J'adore créer un chemin, pas tracer un chemin de l'autre. Alors, dans la neige, quand j'étais jeune, s'il y a 37 cm de la neige, j'ai pas pris les traces des autres avant moi. J'ai fait mon chemin pour moi. Et c'est plus difficile, mais j'adore ça. Et peut-être c'est la même chose que j'ai fait dans ma vie. J'ai trouvé les mentors qui m'ont guidée. Et j'avais beaucoup de gratitude pour ça. Mais j'ai pas eu un mentor qui a fait ce que j'ai fait ou que je fais. Je peux pas téléphoner à quelqu'un dire mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez chanté et dirigé le suite de Loulou au même temps? Qu'est-ce que vous c'est pas possible. Mais j'ai trouvé comme une palette de peintres les mentors qui m'a guidée dans les choses différentes, qui m'a donné les outils, advice, conseils. Les conseils, oui, qui m'a donné les conseils. Et c'est très important pour un artiste de n'être pas totalement isolé. Parce que de la nature de cette vie en tournée, etc., il y a isolation toujours. Alors c'est très important d'avoir une équipe qui donne des soutiens. Et moi, j'essaie aussi à donner à mes collègues jeunes ou la même âge de moi des conseils. Oui, aussi. C'est ce qui vous permet, j'imagine, d'être libre, vous l'avez rappelé, et pourtant d'être sur le devant de la scène aussi. Je pense à l'affiche du Festival de Pâques. Vous êtes quand même sur cette affiche magnifique, dans un geste. Vous dirigez une pièce, j'imagine, à ce moment-là, non? La photo qu'on voit sur oui. Cette photo, c'est de Rome. Je pense que c'est de Santa Cecchi, il y a quelques années que j'ai fait mes débuts avec cet orchestre qui j'adore. Oui. Ça vous fait quoi de vous voir en grand comme ça sur une affiche? Oui, mais j'ai juste pris une photo pour mon père, en fait. Nous avons pris une photo et moi, j'ai fait le même geste. Mais oui, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, vous restez les pieds sur terre, donc ça, c'est chouette. Barbara Hannigan, je repensais à l'apprentissage de la musique au Canada. Est-ce qu'on vous apprend cette souplesse, cette liberté-là dans l'apprentissage ou... Absolument. Oui, un peu plus peut-être qu'en France. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas le système éducatif. On est plutôt sur du conservatoire quand on apprend la musique. Non, à l'école, nous avons les programmes... j'ai eu la chance d'avoir les profs excellents, parce que c'est le prof qui est le plus important. À l'école... aussi, je ne sais pas le mot, high school. Lycée. Lycée, oui, au lycée aussi. Et puis j'ai allé à l'école spéciale, un lycée spécial pour les arts à Toronto, 2 heures par avion de ma maison à Waverly. Et puis l'université. J'ai pris les leçons privées aussi au conservatoire à Halifax. Et ça, c'était piano et l'harmonie, la théorie de la musique, etc. Et du chant. Ça, je pense que c'est la discipline. La discipline était une chose intégrale pour moi parce que quand je regarde, moi, comme enfant, je n'étais pas la meilleure. Je n'étais pas un prodige ou quelque chose comme ça. Non, mais j'ai eu la joie, la musique, et j'ai une capacité pour travailler très fort. Et ça, c'est super important. Mais c'est aussi inspirant pour les autres parce que c'est pas que quelque chose que
j'étais pas née avec un cadeau de Dieu. Non, j'ai né avec une personnalité et j'ai pris mes chances, mes risques aussi, et j'ai travaillé. Et ça, c'est possible pour tous. C'est bien ça. C'est ce que Oui. vous dites en général des jeunes générations qui arrivent de musiciens. Vous leur dites ça, le travail d'abord? Oh oui, Oui. oui. Avant tout? Parce que Peut-être pas. à côté. À côté. À côté. À côté Parce de quoi? que à côté de prendre la nourriture créative des autres, de l'art, de la nature, des livres, des poèmes ou photographes, etc., de l'amour, d'avoir une vie, parce que la vie donne aussi des couleurs, aussi dans le chant. Et j'ai dit aux jeunes chanteurs, à chaque fois que j'ai eu un break-up, cassé de relation. Oui. Une rupture. Oui, une rupture, ouais. Ma voix a eu un peu plus de richesse. Alors, Vous avez pris en densité. Oui, intensité, oui. Alors, c'est nécessaire d'avoir un vie. Ouais. Effectivement, puis on parle plus souvent des choses tristes dans l'art que de la joie, donc ça doit vouloir dire quelque chose, non? Oui, on parle plus souvent des ruptures quand même. Mais peut-être c'est parce que je suis très optimiste et très positive dans mon énergie. Peut-être c'est pour ça que j'aime l'ombre dans la musique aussi, parce que je peux aller dans un endroit qui n'est pas toujours au centre de ma vie. Et c'est un recherche ou un terrain d'exploration. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Barbara Hannigan, on vous demande de choisir, à tous nos invités, on leur demande de choisir une musique. Alors, votre choix est très très précis, très particulier, donc il faut nous dire pourquoi. Pourquoi avoir choisi cette musique-là? Oui, j'ai choisi une aire d'opéra Theodora de Georges Friedrich Handel, As with Rosy Steps the Morn. Et j'ai dit, c'est nécessaire d'avoir l'enregistrement de Lorraine Hunt. Lorraine Hunt, elle était altiste en fait. Et puis, elle a changé d'être cantatrice. Elle était américaine. Et j'ai connu un petit peu. Et la voix était absolument authentique. Ça me touche plus que tous les autres chanteurs du monde, vraiment. Peut-être sauf Asmik Grigorian, qui j'aime beaucoup. Et il y était une production célébrée de Peter Sellers où Lorraine Hunt a chanté cette rôle, cet air. Et chaque fois que j'écoute cet air, j'ai vu Lorraine sur scène, très calme et très intense, avec tout son corps dans les lignes. Et c'est ce qui fait l'authenticité, vous pensez, de sa voix? Pour Lorraine, c'était ça. Ouais. Et le texte, c'est que le matin arrive. Le matin arrive et on doit chercher la lumière comme ça dans tous les aspects de nos vies. Le choix lumineux donc de Barbara Hannigan dans le son de la scène. Oh, with a certain fly from home. The Lord is still the same today, forever, and His protection here and everywhere. Still shall thy servants wait on thee, O Lord, and in thy saving mercy put their trust.
As with rosy steps the morn advancing drives the shades of night, so from virtuous toils well born, raise thou hopes of endless light. Raise thou hopes of endless light.
Barbara Hannigan, invitée du son de la scène, soprano, chef d'orchestre, libre. Ça, c'est vraiment le mot qu'on peut employer quand on veut vous définir, si tant est qu'on ait envie de vous définir d'ailleurs. Barbara, je voulais revenir sur votre rapport à la scène, parce que ce podcast s'appelle quand même Le son de la scène, donc il est fait pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous mettez le pied sur scène ? C'est souvent une question qu'on se pose quand on n'y est pas, justement, qu'on est dans le public. Oui, parce que chaque salle a les acoustiques différents. Et en fait, moi, je pense qu'il y a 20 ans que j'ai décidé de presque toujours n'écouter pas d'acoustique de la salle. Parce que si la salle est sec, je pousse la voix. Et si c'est trop acoustique, je relaxe un peu trop aussi et utilise comme un cathédrale, quelque chose comme ça. Alors, je dois être avec moi dans le son et je dois avoir la confiance dans la salle pour que la public vienne avec moi. Et pas que je dois aller au public avec le son. Et de temps en temps, c'est très difficile pour mes collègues. Dans l'orchestre, c'est difficile si nous avons un acoustique sec. Et je dois dire, mais avoir la confiance à votre son. Et peut-être ajouter un petit peu de sel ou poivre, mais pas trop. Restez avec vous-même. Parce que aussi, la public a une sensation le plaisir des musiciens de jouer. Et si les musiciens sont dans une tension inconfortable, la public a une sensibilité pour ça. Mais c'est ça qui est assez exceptionnel quand on vous regarde diriger un orchestre ou quand on vous entend chanter, c'est que comme vous êtes soprane, on a le sentiment que vous donnez de la respiration à l'orchestre. Et vous les faites même chanter parfois. Ouais. Sur Gershwin notamment, parce qu'il est juste génial. Ça, on les cool. sort de leur posture comme ça, très rigide parfois. Ça a dû en surprendre plus d'un. C'est pas quand même. orthodoxe. Ça. Oui. Certains ont dû se dire, non mais qu'est-ce qu'elle me fait faire ? Le souffle. Ouais. Oui, ça c'est très important et ça donne beaucoup à mes collègues. Aussi avec mes collègues comme les cordes, c'est pas nécessaire de prendre un souffle entre les phrases. Mais pour moi, c'est nécessaire. Parce que la musique, moi je pense que presque tous les instruments sont en imitation de la voix. Et c'est pour ça que les compositeurs ont écrit cantabile ou cantare, les choses vraiment vocales dans la musique. Et c'est nécessaire d'avoir cette sensibilité de chanter avec son instrument. Qu'est-ce que vous faites quand vous dirigez, vous chantez avec les instruments, en fait, au fond? Quand je dirige... Pas quand vous chantez, forcément. Alors, quand je dirige seulement... oui, je respire. Avec le ventre ou pas? Avec le ventre? Oui, absolument. Je respire. Et s'il y a une pièce très, très difficile, dans ma partition, j'écris « respirer ». Les petites notes pour moi-même, de donner l'espace. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de 50 minutes sans respirer. C'est impossible. Ce n'est pas humain. Vous sentez le public respirer? Vous sentez sa présence ou pas? Oui. Et je peux dire ça après 2 ans de ne pas avoir la public. Avant la pandémie, peut-être j'ai eu dire quelque chose de différent. Mais maintenant, c'est nécessaire de dire c'est vraiment une expérience spirituelle, sacrée. Pour moi, c'est comme une religion. Peut-être ça remplace la religion pour moi, parce que c'est un endroit où tout le monde sont des témoins de cette expérience. Et c'est pas seulement l'expérience de musique, c'est l'expérience de jouer la musique ensemble, d'écouter ensemble, d'être ensemble dans une salle et de trouver le centre.
ensemble. Ensemble, toujours d'être en présence. Oui, En oui, fait. oui. Vous semblez pouvoir tout jouer, Barbara Hannigan. Est-ce que c'est le cas? Tout jouer. Tout jouer, tout pouvoir interpréter. Est-ce qu'il y a Ah des oui. pièces justement qui... Il y a les pièces où j'ai pas beaucoup d'intérêt pour Ouais. jouer, comme Bruckner, c'est pas mon truc. Mais j'ai commencé par exemple, avec la musique de Mahler, le 4e symphonie, et j'ai envie de faire les autres. J'ai commencé avec le Metamorphosen de Strauss et j'ai envie maintenant de faire les autres poèmes de Strauss. Alors, je ne sais pas. à suivre. Oui. Mais justement, vous êtes donc soprano, chef d'orchestre. Est-ce que vous avez envie de passer à une autre étape, d'être autre chose, de faire autre chose encore, de rajouter des cordes? Non. Ah, mais j'aime Ça va. cuisiner. Oui, j'aime. Et vous occuper de vos chats. Oui, Ça et va. mes chats. Oui, oui, oui. Pas plus pour l'instant. Non, Non, pas plus. C'est pas non. mal. Le cinéma, non? Parce qu'on a fait votre compagnon Mathieu oui, Almari qui Mathieu. a fait de très jolis films sur vous aussi. Oui, et il a juste dans le montage d'un 3e ou 4e, je ne sais pas, ou 5e, au sujet de la musique de John Zorn, le chemin aux créations de nouvelles pièces de John Zorn qu'il a composé pour moi. Mais le cinéma, c'est quelque chose de totalement différent. Si je fais quelque chose dans le cinéma, c'est pas différent que ce que je fais maintenant, c'est dans le même chemin, Ouais, je pense. c'est-à-dire, du coup? Une expression authentique, ouais. Et c'est pas nécessairement dans la musique, mais moi, je pense que mon vocation, c'est nécessaire d'être dans la musique dès que possible, c'est le plus possible. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez souvent déclaré que vous êtes loin du star system. Ça vous intéresse pas du tout, précisément, et je crois que je le comprends aujourd'hui, parce qu'il y a ce besoin d'authenticité dans tout ce que vous faites. Ils sont les stars qui sont authentiques, c'est bon, mais C'est un milieu oui, c'est un plus milieu superficiel, différent que je comprends pas. J'ai les amis qui sont les stars, les étoiles. OK, mais au fond, ils ont les artistes qui a discipline et passion pour l'art, la musique, etc. C'est ça le qui cinéma. compte. Oui, Ouais. oui, oui, absolument. C'est un monde, la musique classique, qui, alors ça commence à changer, heureusement, qui est plutôt masculin quand même. Ça change, heureusement. Quand vous avez commencé, c'était difficile de vous imposer en Comme plus cantatrice, non, parce que j'étais soprano. pensais plutôt Et comme tous mes chef collègues d'orchestre. étaient soprano, femmes soprano. Mais quand j'ai commencé à être chef, il y a 12 ans, c'était pas difficile parce que j'ai pas pensé, mais que je suis femme. Parce que vous avez tracé votre chemin Oui, aussi. oui, j'ai 40 ans. Quand j'ai commencé, je pense pas toujours, oh, je suis une femme, oh, intéressant. Non, mais après, toujours les questions, les regards. Et puis, est-ce que vous savez que seulement 4% des chefs sont des femmes? Et je sais, c'est pour ça que je vous Mais pose la moi- question. Oh mon Dieu! Mais moi, j'ai juste découvert ce numéro, ce pourcentage, il y a un mois. Et, parce que j'ai pas travaillé avec beaucoup des femmes chefs d'orchestre, seulement Susanna Melki et Karina Kanellakis, elle est fantastique, et Mirga Grajini-Tetila. Mais ça doit changer, hein? Oui. Oui, les femmes aussi parce que je pense que, alors, comme musicien, comme celliste, comme flûtiste, comme violoniste, c'est l'instrument qui est au cœur. Et c'est aussi la même chose, l'instrument, nous sommes les instruments pour la musique. Mais peut-être il y a une sensibilité de leadership différent. Oui, qui est plutôt masculin aujourd'hui encore. En tout cas, moins réservé aux femmes. Oui. Ou moins à celles qui ne prennent pas le risque, effectivement, de diriger. On pose la question aussi à nos invités, Barbara.
Cette question qui est toujours un peu étonnante, parce que nos invités ne se la sont pas forcément posées. C'est qu'est-ce qu'un artiste? Pour vous, c'est quoi un artiste? Alors, quelqu'un d'authentique, ça j'ai compris, a Oui, priori. oui. Oui, c'est ça. Un artiste. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a trouvé une manière d'exprimer le cœur par la musique ou l'art ou poésie ou cinéma. Son cœur, Oui, à lui. oui. Ok. Oh, c'est une jolie définition aussi. Barbara, on vous demande aussi à nos invités de choisir un texte. Et là, vous avez eu un petit écueil. Ça a été compliqué, on le comprend. Pour quelle Oui. raison? Alors, j'ai pensé à cette demande pour un texte. Et maintenant, nous sommes vraiment dans je pense, le 14e, 15e jour de la guerre en Ukraine. Et tous les textes que j'ai trouvés, c'était pas possible d'exprimer les émotions et le trauma pour nos frères et sœurs à Ukraine. Et finalement, j'ai dit qu'il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots pour ça. Peut-être la musique donne un peu de solace, mais il n'y a pas les mots. C'est ce que j'allais vous dire là-dessus. Est-ce que la musique peut remplacer? Pourquoi ça vous touche autant? Parce que je pense à tout le monde, aussi les réfugiés, pas seulement d'Ukraine, mais les gens dans tout le monde, de Syrie, d'Afghanistan, Irak, Iran, etc. Les gens qui étaient déplacés, l'incertitude, le trauma pour les enfants, pour les frères, les sœurs, les mères, les pères, c'est horrible. Et oui, c'est comment est-ce que ça existe dans notre monde? Pose encore la question. Effectivement, les mots ne suffisent pas. Est-ce que la musique, dans ce cas-là, peut... On a vu beaucoup de concerts de soutien dans ces cas-là, peut permettre justement de dire quelque chose qui soit à peu près juste dans une telle situation? Oui, l'espoir et la puissance. Je pense que la musique donne quelque chose. C'est différent pour chaque personne, mais je pense que c'est une source d'énergie maintenant. Est-ce que, Barbara, vous vous laissez parfois, sur scène, déborder par des émotions? Comment on maîtrise? Parce que j'imagine que quand on dirige un orchestre, c'est quand même fabuleux aussi au-delà d'être soliste et soprane, quand on a des gens qui nous regardent comme ça, une communion telle, j'imagine que parfois ça doit nous submerger. Oui. Et à quel moment on se dit non, là, pas que je laisse ça. Oui, de temps en temps, je dois vraiment prendre 10% extra de distance. Si la musique est très, très... Si l'émotion est très haut niveau, par exemple, il y a 4 jours à Copenhague, où j'ai fait le 4e de Mahler, et dans le 3e mouvement, c'était vraiment... parce que si je suis trop dans l'émotion de cette musique, c'est pas possible pour la public d'avoir l'expérience, parce que ça ça écrase. Oui. Alors je dois laisser the flow de la musique, et ça c'est aussi un exercice, par exemple, une action de puissance, de ne pas trop contrôler. Indulge. We say en anglais, to indulge. It's like when you have too many chocolates, you une indigestion. Oui, non, c'est pas ça? Non. When you have too many chocolates. No, but not just chocolate. when you indulge in your emotion or in your music or in your thoughts, you take too much. En faire trop. En fait, oui, non, oui, c'est oui, ça. Oui. Exagérer. Oui. Ok. Donc.
Alors, c'est important de... De prendre du recul. Oui, oui, oui. D'accord, ça exactement. Ok, Oui, pour pas se laisser reculer submerger. un petit peu. Oui. Où est-ce que, du coup, ce français-là vous vient d'où? Vous l'avez appris où, Barbara Hannigan? À l'école, à la Nouvelle-Écosse, avec Madame Cherry et... Cerise, c'est mignon. oui, Madame Cherry. Madame Ok. Cherry, oui. C'est marrant, on a l'impression que vos professeurs, vous parliez de votre professeur c'était une femme de Oui. musique, cette prof de français-là, Oui. ont été des marquants dans votre vie. C'est le cas? Oui, 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 absolument. Les profs, oui, peut-être j'ai mis au niveau très haut et j'ai pensé quand j'étais jeune à être un prof aussi parce que j'adore cette relation de communiquer et de donner. Vous enseignez, Barbara, ou pas? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah, bah, Do I teach? Oui. Non, pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. De temps en temps, je donne les masterclass et aussi j'ai 2 initiatives de mentoring, Equilibrium et Momentum, où je donne beaucoup de mes énergies aux jeunes professionnels. En plus d'être soprano et en plus d'être chef d'orchestre. Un dernier mot sur le Festival de Pâques auquel vous participez cette année alors? J'adore le Festival de Pâques. J'étais ici il y a 1 an avec un programme très, très spécial. Et je suis heureuse de retourner avec Mozart Berg, Luigi Nono. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce festival, puisque vous en faites beaucoup à travers le monde? Oui, c'est un festival très spiritueux. Spirituel. Parce que spiritueux, c'est... Ah ben non, spirituel. Non, je ne crois pas. C'est mignon. Non, vous êtes sobre, il n'y a pas de problème. Oui. Non, c'est un festival très spirituel. Pâques, et Pâques, c'est un moment de l'année, pas seulement pour les chrétiens, ouais, mais c'est aussi quelque chose de séculaire des centuries. Hein? Oui, de siècles. Ouais, oui, depuis les siècles. Alors, c'est de la nature, de l'ouverture du monde encore après l'hiver. Et moi, comme Canadienne, je sais qu'est-ce que l'hiver c'est l'hiver. Oui. Ici, c'est déjà l'été, à Aix-en-Provence, Oui. donc c'est plutôt bien. Oui. Un dernier mot sur les images, et avant de vous laisser, Barbara Hannigan, je me demandais, quand on dirige, par exemple, quand vous chantez, est-ce que vous avez des images dans votre tête? Vous parlez souvent de la nature. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des champs, les falaises, la mer, la montagne? Oui, quand je prépare... Pour interpréter. Oui. Quand je prépare une partition, comme cantatrice ou comme chef, j'ai beaucoup des images. De temps en temps, les images conflictueuses, et ça, c'est pas un problème pour moi. Les couleurs, les images du film, les images des animaux, de la nature, les textes, etc. Beaucoup. Et je laisse la possibilité d'avoir beaucoup des influences. Et puis, au moment, j'ai choisi le chemin de la musique parce que c'est pas une collection, c'est pas une photogalerie, mais c'est vraiment quelque chose avec une dramaturgie, avec un chemin de dramaturgie, que c'est important pour C'est moi. comme ça qu'on écoute la musique contemporaine à celles et ceux qui disent Boulez, c'est pas pour moi, ou cette musique-là, je la comprends pas. Est-ce qu'il faut toujours revenir au ressenti? La musique contemporaine, pour moi, je pense que c'est plus facile pour les jeunes que la musique de Beethoven, avec tous les, how do you say, repeats. Les répétitions. Oui, les répétitions. Les boucles. Ouais. Ouais, et moi aussi. Je pense que c'est un découvert. Mais ce n'est pas seulement pour les jeunes, parce que je connais beaucoup de gens, des publics qui sont heureuses d'avoir la possibilité d'être vraiment curieux, d'avoir la possibilité d'écouter quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui est totalement nouvelle. Mais moi, je pense que c'est absolument nécessaire pour les musiciens, et spécialement peut-être dans la musique contemporaine qui est un peu plus complexe, de donner les émotions dans cette musique, toujours. C'est pas un exercice intellectuel. Je crois que c'est une très belle conclusion pour parler de votre rapport à la musique. En tout cas, merci beaucoup, Barbara Hannigan. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment dans le son de la scène. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique.
Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatres.net et sur nos réseaux sociaux.